Bienvenue à bord du podcast Déboussolé, où nous allons explorer toutes les facettes de l'intersectionnalité. Pour ce faire, nous allons inviter différentes personnes, des personnes expertes autant académiques que des experts de vécu. Ce podcast est le fruit du travail d'un groupe qui se réunit maintenant depuis 2 ans. Ce groupe est nommé Groupe Intersectionnalité. Il évolue au sein de l'association BIPAX, qui est une association d'éducation permanente et de lutte contre les discriminations racistes. Ce podcast se fait en partenariat avec Média Animation, qui est une association d'éducation aux médias. Ici Mehdi, à la barre, et je serai votre guide durant ces explorations. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Déboussolé. Aujourd'hui, on va aborder un des aspects aussi d'intersectionnalité, c'est-à-dire le côté un peu plus personnel, donc le côté charge mentale, charge raciale. Et pour ce faire aujourd'hui, nous avons invité Shelly. Bienvenue Shelly. Bonjour, merci. On est super content et contente de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer, pour débuter ce podcast, je te pose la question un peu traditionnelle de notre podcast. Shelly, est-ce que tu te sens déboussolée ? Déboussolée ? Je pense que oui. Tous les jours, je suis déboussolée. Je pense que j'en parle surtout avec mon mari, d'être déboussolée. Tous les jours quand j'allume la télé et tous les jours à chaque fois, moi ça me pèse. Donc je suis déboussolée par rapport à tout ça et j'essaye de prendre du recul et de voir un peu le positif parce que je suis une personne plus positive que pessimiste. Donc j'essaye d'aller de l'avant et de me dire ça va aller, ça va. Je suis pas garde le cap, hein, ne sois pas trop déboussolée par la vie et par tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que parfois c'est dur. Mais j'essaye, disons. On va justement essayer de faire un peu plus le clair sur tout ça aujourd'hui ensemble. Donc comme tu disais, pourquoi être déboussolé ? Tu as déjà aussi mentionné ton mari, je pense qu'on prendra le temps aussi d'en parler, bien sûr. Est-ce que justement, dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter en 2-3 mots ? Alors, je m'appelle Shelly, j'ai 30 ans pour l'instant. Je suis réalisatrice du podcast Point de Connexion. Je suis aussi vlogueuse sur YouTube et voilà, freelance en communication. Et oui, et je suis mariée aussi à côté. Accessoirement. Accessoirement, il y a moi et puis je suis mariée à côté. Ok, écoute, enchanté Shelly, encore une fois, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais peut-être que tu me parles un petit peu de toi, peut-être que tu as peut-être mentionné ou pas, tu me diras donc ton identité, d'où tu parles justement. Ouais. Je te laisse un petit peu m'expliquer ça. Ouais, alors je pense que c'est important de le mentionner, je suis congolaise-belge. Je sais que généralement on dit belgo-congolaise, mais moi je dis toujours je suis congolaise d'abord et puis je suis belge après, ou les deux en même temps, mais j'ai d'abord été congolaise et puis belge, disons. Et je suis née à Kinshasa. J'ai grandi là jusqu'à mes 5 ans. Et je suis arrivée en Belgique J'ai demandé à ma maman hier pour être sûre du mois. Parce que je lui ai dit, je me rappelle qu'il faisait froid. Donc je veux savoir c'était quand. Et je suis arrivée en octobre 1999. D'accord. Voilà, c'était pendant... à ce moment-là, il y avait la guerre civile, c'était pendant les pillages, etc. Et donc mes parents ont décidé de partir, de prendre mon frère, hop, on part. On a laissé de la famille, là-bas aussi, une partie qui est toujours là, une autre qui est venue par la suite. Et donc voilà, j'ai grandi à Bruxelles, finalement. La majorité de ma scolarité, toute ma scolarité, au final, je l'ai fait à Bruxelles. L'université aussi, donc voilà, j'ajoute aussi l'identité bruxelloise, forcément, à tout ça. Mais voilà, je sais pas à quel point tu veux que je me présente, on rentre dans la profondeur, ou si tu as des questions. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de questions pour toi. Ok, d'accord. Et à commencer justement par, tu me disais que tu décides de te présenter comme étant congolaise avant tout. Et justement, en arrivant en Belgique, ou peut-être même avant, c'est quand que tu as réalisé que tu étais congolaise et ou noire ?
Ouais, j'ai réalisé en venant en Belgique que j'étais noire. Et je l'ai réalisé de manière très dure à l'école. J'ai réalisé de manière très dure que j'étais noire parce que pour moi, j'avais grandi avec des personnes noires et métisses toute ma vie. Dans mon entourage, dans ma famille, il y a pas mal de métissage. Et donc, à part le fait de voir des carnations différentes, parce que par exemple, j'ai des frères et sœurs, et même entre nous, on a des couleurs de peau différentes, c'est là que je me suis dit, ah, en fait, je dis pas que j'avais jamais vu de blanc, c'est pas ça, mais c'est sûr que en arrivant en Belgique, je me suis rendu compte, ou plutôt, on m'a fait me rendre compte que j'étais différente. Non pas que je me sentais différente en arrivant en Belgique, parce que, voilà, c'est un tout autre univers. Au final, c'est vraiment, il y avait rien, je pouvais me rattacher à rien du tout, à part mes parents. Je n'avais aucune attache. Donc c'est vrai qu'au début, c'était difficile, surtout que, voilà, j'étais très timide, j'étais pas du tout dans mon environnement. Il faisait froid, ça faisait beaucoup de choses. On le rappelle, il faisait froid. C'était un des plus gros traumatismes de ma vie. C'était vraiment la température, il faisait froid. Et je me rappelle que voilà, là où j'allais à l'école avec mon petit uniforme à l'époque, quand j'étais petite, là on me mettait des cagoules, des trucs, des bonnets, des machins, et je me dis mais qu'est-ce que tu sais, tu ressembles à voilà, tu ressembles à un bonhomme Michelin quand tu sors pour aller à l'école, c'est n'importe quoi. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, j'en rigole, mais ce qui m'avait le plus marqué, c'était les enfants à l'école. Quand moi, j'ai dit, ben voilà, je viens du Congo, c'est là que tu fais face à l'absence de connaissance des enfants, qui, pour ma part, ce sont des informations que tes parents doivent te donner, disons. Et même pour des enfants qui étaient noirs aussi, qui avaient toute leur vie vécue en Belgique, leurs parents aussi, c'était mais quoi, tu vivais dans une hutte, tu vivais dans et je me suis pris des choses, je me suis fait bully. Aujourd'hui, on dirait que je me suis fait bully les premières années, à tel point qu'on a changé d'école finalement. Parce que j'étais pas bien, ma maman était pas du tout contente du quartier où on était arrivé. Le quartier en soi c'était bien, les voisins c'était sympa, mais l'école ça n'allait pas. Donc on m'a changé d'école. Et après ça allait mieux. Après je suis restée là toute ma scolarité, j'ai même fait les secondaires, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que la réalité de se dire en fait je suis pas comme les autres, ou voilà il y a une différence, elle est arrivée en arrivant en Belgique. Et pendant les premières années, c'était difficile. C'était vraiment, je me disais je pleurais, en fait. Vraiment, je rentrais de l'école et je pleurais, mais je n'osais pas le dire à mes parents parce que je me disais, ils m'ont emmené ici, c'est pour une raison. Donc, ils ont quand même pas emmené leurs enfants pour les faire souffrir. Donc, il doit bien y avoir une raison. Mais j'étais plus jeune. Donc, forcément, c'est peut-être pas l'âge auquel les parents, ils se disent, on va lui expliquer. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et le fait que mon papa, lui, il a vécu, il a grandi en Belgique aussi, en partie. Et je pense pas qu'il avait eu la possibilité d'expliquer, en fait, la différence. Il est arrivé ici, il se dit, bon, moi je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, il a pas eu le recul de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va lui dire pour qu'elle comprenne que c'est vrai, c'est un autre environnement. Et surtout que, de base, en Belgique, on devait aller en Belgique et c'était censé être un stop. On devait aller aux États-Unis de base. Ah oui, donc le projet était bien plus ambitieux. Ça fait plus de 25 ans qu'on s'est arrêté. Longue pause, longue escale. C'était une longue pause. Mais voilà, aujourd'hui, je suis contente. C'est pas ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde, avec le recul, je regarde les États-Unis, je suis contente d'être en Belgique. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est vrai qu'avec le recul... Avec le recul, je suis contente. Mais voilà, donc c'était censé être un stop. Ils se sont dit, bon, on est bien là, il y a de la famille ici, restons là. Eh ben, c'est mon histoire. Sacrée histoire. Mais je remarque quelque chose, tu me parlais du regard aussi que d'autres élèves, par exemple racisés ou, ou noirs,
te faisaient subir, entre guillemets, parce qu'eux-mêmes se sont positionnés différemment par rapport à toi. C'est marrant parce qu'on s'attendrait en général à avoir uniquement la confrontation avec les personnes blanches, les personnes non concernées. Et en fait, on voit que c'est un peu une double peine. Du coup, tu te dis que le soutien même ne vient pas d'eux. Non. Et ça, comment tu l'as ressenti? J'étais triste, en fait, de me rendre compte que j'avais pas vraiment d'amis noirs, en fait. Je me disais, voilà, je pense ma première amie, elle était marocaine. Et déjà là, j'étais contente parce que je me disais, bon, il y a une petite attache, tu vois, il y a quelque chose. Mais voilà, oui, j'étais un peu triste. Et après, j'étais une enfant qui j'avais pas besoin d'avoir un gros cercle. J'ai toujours été très dans mon monde et tout ça. Donc, j'avais pas besoin d'avoir 50 000 amis. Mais voir d'autres personnes qui te ressemblent, à te rejeter, c'est dur, en fait. Surtout quand t'es plus petit, parce que tu ne sais pas comment t'exprimer, tu sais pas exprimer ces émotions-là. Et donc, je pense, honnêtement, que psychologiquement, donc il y a un rejet pour X, Y raison, que comme tu as subi ce rejet, peut-être que tu peux le faire vivre aussi. Et ça, je l'ai vite compris plus jeune. Et je me suis dit, ok, faut pas que je me retrouve s'il y a une autre fille noire, qu'on devienne ennemie juste parce que je suis plus la seule noire dans l'école. Donc, c'est vrai que j'ai très vite compris et je me suis dit, ok, c'est comme ça que le game fonctionne, donc on va... voilà. C'est vrai que ça doit être... c'est dur de se prendre ça. Et en termes alors de vécu, parce que toi, tu arrives dans cette école-là, tu dois faire face à tout ça. Comment est-ce que tu as vécu, entre guillemets, ou qu'est-ce que toi, tu as déjà dû faire, presque, pour t'adapter à ces situations-là? Je me suis adaptée, mais très mal. C'était une adaptation négative, disons. Tu sais, je te disais tout à l'heure, le rejet, tu peux le mettre sur les autres, mais tu peux le mettre sur toi-même aussi. Et donc, pendant des années, j'ai rejeté une partie de mon identité à cause de ça. J'ai envie de dire, c'est presque classique, mais la couleur de mes yeux, mes cheveux, la texture de mes cheveux... Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai rejetées pendant des années parce que je me disais, je dois correspondre au moule principal dans lequel je suis en train d'évoluer. C'était le moyen que j'avais trouvé de me dire, voilà, je m'adapte à mon environnement, je m'adapte, je vois des filles qui ont les cheveux lisses, du coup, je vais les lisser, pas parce que j'aime lisser mes cheveux, mais parce que je veux presque leur ressembler. Ouais. Et la couleur de mes yeux, j'ai mis des lentilles de couleur pendant des années. C'est ok de mettre des lentilles de couleur, chacun fait ce qu'il veut, mais c'était pas pour les bonnes raisons. C'était pas parce que j'aimais ça, c'est parce que je n'aimais pas quelque chose. Donc c'est parce que j'aimais pas ce que moi, en fait, tout simplement. Il y a des choses que tu peux pas changer, ta morphologie, ta taille. Et puis, il y a la pression de quand t'es adolescent, tu veux t'adapter parce que les autres font, donc tu veux faire, voilà. Et au final, aujourd'hui adulte, ma façon de m'adapter, c'est tout simplement de créer mon propre écosystème. Je sais que je vis dans un écosystème où les choses fonctionnent d'une certaine manière, mais je me dis que j'ai quand même la chance de vivre dans un pays où il y a quand même... Tu n'es pas obligé de cacher non plus ce que tu es et qui tu es. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, je m'adapte comme ça. J'ai envie de laisser mon afro. Ok, je coupe tout, vas-y, je laisse mon afro. Et si je veux aller au bureau avec mon afro, j'irai avec mon afro. Et en fait, c'est ce que je suis. C'est la personne que je suis. Donc, j'ai pas à part pour certaines choses, d'un point de vue civil, face à d'autres personnes, je considère pas que j'ai à changer ma façon d'être pour m'adapter à un environnement. L'environnement n'est pas néfaste et je vois pas pourquoi je me mettrais dans une situation où je dois moi-même considérer qu'il est néfaste et me mettre dans des cases qui ne m'appartiennent pas, que je ne considère pas qui m'appartiennent. C'est plutôt ça. Donc aujourd'hui, je m'adapte
de manière classique. De manière classique, sans changer mon identité. Si on dit, ici, il y a un uniforme, il faut le porter, ok, d'accord, on porte l'uniforme. Mais vous avez un casque pour mes cheveux? Tu vois? C'est plus comme ça. Ouais. Parce que, dans ma tête, je me dis, en 2025, à un moment, voilà. Il faut pouvoir aussi c'est ça. provoquer l'adaptation. C'est ça. La société, on évolue. Et il faut, entre guillemets, évoluer avec son temps. Et accepter que chacun, on est différent et il faut vivre avec ces différences de manière à ce que ce soit respectueux pour tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est ça. S'adapter, ça va dans les deux sens, en fait. Et tu parles d'adaptation. C'est le mot, oui. Le mot phare, oui. Parce que forcément, que le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la charge raciale, ouais. La charge mentale, l'adaptation, et c'est au cœur de ces définitions-là. Tout à fait. Donc pour rappel, la charge raciale, qui est tout ce qui est stratégie d'adaptation pour coller à une attente, à une norme qui est présente chez les personnes donc racisées, et la charge mentale qui est présente chez tout le monde, mais dont on parle principalement dans le cadre du sexisme, dans le cadre donc des femmes, puisque là on parle plutôt d'adaptation aux hommes et au patriarcat. Et c'est là qu'on intervient aussi dans cette dimension avec toi, puisque tu n'es pas juste noire, tu es aussi une femme. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour toi ? Comment tu te positionnes par rapport justement à ces termes-là ? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Grosse question, prends ton temps. Oui, ça fait beaucoup, parce que être une femme... En fait, pour moi, j'étais noire avant d'être une femme, entre guillemets, dans le sens où... Voilà, j'étais une petite fille, je faisais juste mes trucs, mais avec le recul, j'ai dit j'étais, entre guillemets, juste une petite fille, mais déjà là, petite fille, tu as des conditions que tu dois remplir pour être une bonne petite fille. Ouais. Voilà. J'ai ce truc de, ce souvenir de, il faut que tu sois sage, il faut que tu fasses pas de vagues. En plus, donc t'arrives dans un nouveau pays, donc tu fais pas de vagues du tout, en fait. Tu es la bonne élève, tu commences pas à faire la zouave à l'école et je sais pas quoi, tu restes bien. Au final, je l'ai quand même fait. J'ai quand même joué avec les garçons fous, je suis revenue avec des trous dans mes jeans et voilà, parce que je pense que je réagissais par rapport à ça. J'étais ce qu'on qualifierait à l'époque de garçon manqué. Parce que je disais, je voulais pas le rose, je voulais pas mettre de jupe, je voulais pas mettre de robe, j'étais anti-système. J'étais dans une révolte, j'étais là genre ouais c'est la révolution, je veux pas. Parce que c'était, mais laissez-moi en fait. Laissez-moi, si je veux mettre, je veux pas mettre de jupe, je veux pas qu'on voit mes petites jambes, je veux pas. Parce qu'il fait froid, parce qu'il y avait plein de raisons, et à chaque fois, non mais si, vas-y, parce qu'une petite fille, je veux pas. C'est tout. Aujourd'hui, j'en mets, je suis guérie, je mets ce que je veux. Je rassure, je m'habille comme je veux. Mais voilà, c'était déjà petite cette charge d'être la bonne petite fille. Au fur et à mesure des années, elle s'est transformée en la charge d'être une femme bien. La femme bien. Tu fais ce qu'on te dit. En plus, tu disais la charge mentale d'être une femme, d'être noire, la charge mentale d'être grande sœur. Je suis l'aînée de ma famille. Ah ouais. Donc, de 5. Donc, ça fait que... Vas-y, tu vois. Tu dois... niveau injonction. Voilà, tu dois cocher les cases. Ouais. Tu fais les études, tu dois bien les réussir. Tu fais... Non pas que je regrette d'avoir fait des études ou quoi que ce soit, c'est sûr, mais je pense que parfois les petits commentaires, les petits trucs, je me suis mis une pression telle que je me suis pas posé la question si ça me plaisait vraiment de faire certaines choses. Je me suis juste dit, il faut que je le fasse parce que c'est ce que tu dois faire. En tant que grande sœur, c'est ce que tu dois faire en tant que femme. En tant que femme noire, tu dois faire attention à ne pas dire et à dire certaines choses. Tu dois savoir bien t'exprimer. Tu vas pas arriver en parlant comme si tu parlais lingala, voilà, comme... non, tu parles bien français, tu t'exprimes correctement. Non pas que ça appartient à une certaine catégorie de la population de s'exprimer correctement, mais ce sont des choses que tu intériorises, en fait. Parce que tu veux pas rentrer dans un truc où, en entreprise, un entretien, tu vas voir dans les yeux du recruteur, de la recruteuse que...
Français, c'est pas ouf, quoi. C'est ça, tu laisses dépasser quelque chose. Exactement. T'auras beau avoir fait toutes les études que tu veux, si tu te présentes d'une certaine façon, il y a des biais cognitifs qui vont se faire et les gens vont dire « Ah ouais, elle est dans cette catégorie-là ». Donc, il y a une partie de comment je me comporte en tant que femme et en tant que femme noire qui fait partie de ma personnalité, mais il y a une autre partie où je sais très bien que c'est parce que entre guillemets, je dois correspondre à certains archétypes. Et donc, être une femme, déjà, c'est... Par où commencer? En fait, les deux se mixent pour moi, aujourd'hui. Parce que si je dis, il faut que je parle pas trop fort en tant que femme, mais c'est encore pire. Il faut pas que je sois la angry black woman, comme on dit. Il faut pas que je sois la femme noire qui parle fort. Mais je suis africaine, je parle avec les mains, tu vois. Je ne sais pas communiquer autrement. Je peux pas m'asseoir et juste... c'est comme ça. Et parfois, quand je suis passionnée par un truc, je parle juste un petit peu plus fort. Ça veut pas dire que je suis fâchée. Ça veut juste dire que je suis passionnée par ce que je dis. Exactement. C'est juste ça. Donc, je dois avouer que être une femme et être une femme noire, parfois, ça te met dans un truc, tu te poses la question, certains regards dans la rue où tu dis, est-ce qu'on me regarde parce que... pourquoi? Tu vois? Il y a certains endroits où je vais et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on me regarde? Et j'imagine que tu dois te poser cette question en fonction de l'endroit où tu es, en fonction des gens qui y sont présents. Clairement. Quand je suis avec mon mari, par exemple, mon mari qui est blanc, je me dis, est-ce que les gens me regardent parce que je suis avec un homme blanc? Est-ce que les gens... Et des fois, même d'autres personnes... Enfin, tu vois, je peux pas dire instinctif, mais c'est presque automatique. Tu regardes parce que tu te dis, ah, est-ce que les gens me regardent parce que là, j'ai lâché mon afro et il fait 3 mètres d'eau et voilà. Est-ce que les gens derrière moi, ils voient parce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on me reproche? Voilà, c'est ça. Quand il y a certains regards, certaines remarques, je me pose la question de, ok, c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis une femme, qu'est-ce qu'il y a, en fait? C'est toujours un des deux, en fait. C'est toujours un des deux ou les deux en même temps. Et donc, naviguer parfois dans ce système où t'es reconnaissant, t'es content d'être en Belgique et tout, mais tu sais qu'il y a certaines personnes qui te regardent... Voilà. Donc, mentalement, enfin, je sais pas en fait, hein, si je peux demander à des gens qui ne sont pas dans la situation de comprendre, tu peux avoir de l'empathie pour quelqu'un dans cette situation, tu peux soutenir, tu peux être son allié, disons, tu pourras jamais comprendre la situation à proprement parler, mais il faut le savoir que ça existe, ce genre de situation, disons. Mais d'autant plus que toi, tu te retrouves à la croisée, au-delà des identités, tu te retrouves à la croisée de plusieurs injonctions. Ouais. Comme tu l'as dit, tu as l'injonction qui vient de ton identité de femme. Donc pareil, fais pas de vagues, sois polie, souriante, etc. Il y a l'injonction qui vient du fait que tu es une personne racisée. Pareil, pas trop de bruit, pas trop de vagues, Exactement. etc. Et aussi l'injonction donc, d'être l'aîné. Ouais. Je dis donc pareil, pas trop de vagues, sois responsable. En gros, il faut que je sois une eau calme. Et c'est ça. Et ça me fait penser à ce que tu disais un peu avant sur cet aspect, donc l'identité du garçon manqué. C'est un peu comme si, pour te permettre des choses qui sont pas des attributs normalement d'identité de la petite fille noire sage, tu incarnes quelque part du coup le garçon manqué, pour te permettre un peu plus du coup de sortir du cas. Je sais pas si ça te... Ah oui, clairement. Clairement, c'est vraiment c'était un mécanisme de défense, au final. C'était vraiment ça. C'était, c'est nul d'être une fille. Petite, vraiment, je te jure, je me disais, jusqu'à l'adolescence, je me disais, mais en fait, ça craint d'être une fille. Hein. Faut toujours toujours ici, toujours ça. Mes frères, on leur dit pas la même chose, je comprends pas. Quoi? Ouais, les garçons, ils peuvent jouer, ils peuvent se faire mal. Ils peuvent... C'est ça. Pourquoi c'est moi qui dois débarrasser la table, en fait? Ouais. Tu vois? Et il y a eu des moments où je me suis... mais tu sais, ça bouillonne comme ça. Et c'est genre, les gars, ils restent assis. Et toi, t'es là, tu débarrasses, tu fais la vaisselle, Et à un moment, je commençais à me poser des questions. Je me dis, mais je débarrasse. Non, je mets la table. Je débarrasse la table. Je fais la vaisselle. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus,
Toujours souriant, toujours... Ah oui, non, tu commences pas à râler. Hein. Ah non, surtout pas. Tu pas souffler. Tu commences pas à râler. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai confronté un peu mes parents et je confrontais mes parents et je disais, ouais, mais non, en fait, c'est pas que je veux pas le faire, mais je peux pas être la seule à le faire, tu vois. Donc, c'est vrai que ma maman, sur ce point-là, aujourd'hui, mes frères... Voilà, ils sont hyper serviables. C'est même bizarre de dire ils sont serviables. C'est juste ils débarrassent en fait. Je me rends compte. Oui, c'est le fameux. C'est genre non, mais ils sont gentils. Oui, voilà, c'est genre il est gentil. Les dodos, c'est la base en fait. Donc c'est vraiment juste. Il y a des avantages à être l'aîné. T'es un peu le troisième parent. Donc c'est vrai que quand je dis quelque chose à mes frères, il y a rarement des remises en question, mais parce que j'ai construit aussi une relation avec mes frères où on a beaucoup de communication entre nous. On se dit les choses, on se confie les uns aux autres. Et donc, il y a ce truc de « je respecte mes frères ». C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que moi que je les respecte pas. Je les respecte, et même si je leur dis un truc, je leur dis toujours avec respect. Donc il y a ça aussi. Mais voilà, pour en revenir à ce qu'on disait au début, le rejet d'être une fille et de dire « ouais, c'est nul » et tout, c'était par rapport à ce genre de petites choses, en fait. Parce que si vous me donnez une justification, si vous me dites « écoute, c'est parce qu'on te prépare à être une bonne femme. » Tu l'aurais accepté, cette explication? Je sais pas si je l'aurais accepté, mais j'aurais peut-être plus compris, disons. Je me serais rebellée peut-être un peu plus tard. D'accord, maman, j'ai compris maintenant, mais je ne le ferai quand même pas. Non, mais c'est vrai, c'est plus... c'est plus le fait de dire, bon, ok, voilà, parce que une personne, quel que soit son sexe, son orientation, tout ce que tu veux, une personne prend soin de son environnement, prend soin de son chez-soi, parce que peut-être plus tard tu vivras avec quelqu'un et il faut juste apprendre à juste être propre, c'est tout. Ok. Moi, je dis déjà tout de suite, c'est l'explication que je donnerai à mes enfants. Fille, garçon, machin, tout ce que tu veux, ce sera ça. Il n'y a pas de... Parce que je suis une fille, je fais plus, et le garçon, il fait... Non, c'est juste la propreté. Ouais. Tout simplement. La base. Donc, je pense que si on me l'avait expliqué comme ça, peut-être que j'aurais mis des jupes à 8 ans. Peut-être que j'aurais accepté et que je ne me serais pas... On ne saura jamais. On ne saura jamais, malheureusement. Mais justement, tu parles de foyer, donc et tu parlais, juste avant, tu l'as mentionné rapidement, ton mari, blanc. Ouais. Le mot est lâché. Ouais. Dis-moi un petit peu comment est-ce que tu l'as rencontré? On était tous les deux étudiants, on faisait tous les deux communication, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça fait tellement cliché, ça fait tellement rom-com de dire ça, mais c'est vrai. Alors que j'avais juré, ouais, moi, c'est hors de question que je sors avec un gars de ma fac et tout. Voilà. Est-ce que c'était le cliché de toi la pom-pom girl, lui le quarterback? Absolument pas. Ok, alors. Absolument on n'est pas dans le full non, cliché. on n'est pas non plus dans le full cliché. Non. Par contre, on est dans le cliché du blond ou du bleu et tout. Ça, voilà. J'ai pas choisi. J'ai entre guillemets pas choisi. C'est comme ça. La vie fait les choses et puis voilà. mais oui, on s'est rencontrés quand on était encore aux études et on était amis de base. On était juste amis et il m'a convaincue parce que j'ai fait galérer un peu. Mais t'avais pas d'appréhension? Ah si. Ouais. En fait, pas au début. Au début, je me laissais juste... tu sais, t'apprends à connaître une personne, tu te laisses porter par l'histoire, entre guillemets. Donc, je me laisse porter par le truc. C'est quand ça a commencé à devenir un peu sérieux, je me suis dit, encore une fois cliché, ah là là, s'il y a un oncle raciste dans le truc, c'est chaud. Qu'est-ce que je fais? Et tu te posais pas toutes ces questions avant? Avant, en fait, je me disais, je sais pas s'il est sérieux, donc déjà, je vais pas trop me poser la question. Ok. Et puis, c'est quand ça a commencé à devenir sérieux que je me suis posé la question. Je me suis dit, oula, j'espère que... voilà, parce que tu sais, tu peux avoir quelqu'un que tu considères bien en face de toi. Et puis après, il y a sa famille, quoi. Donc, au bout d'un moment, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? T'étais déjà sortie avec des hommes blancs avant? Oui, pas beaucoup, mais non. Non, non. Blanc comme ça, non. Alors,
Je précise. Blanc comme ça. Alors, parce que là, c'est sorti un peu trop cash. Non, mais développe, on est là pour ça. Je suis sortie avec des personnes qui étaient carteronnes, donc qui avaient du sang métis ou noir ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je précise. D'accord. Mais c'est-à-dire que lui, il est belgo-français, hongrois. Donc, c'est pour ça que je dis blanc comme ça. C'est 50 Shades of Blanc. Voilà. Il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas d'Africain, il n'y a pas d'Asiatique, il n'y a pas de Latino, c'est ça que je clarifie la chose. Mais... Comment il s'appelle d'ailleurs? Milan, si tu nous écoutes, ne nous écoute pas. Pas trop. On lui enverra pas. donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est vrai que pour cette raison, je me disais, ok, comme je disais, malgré le fait que il y avait du métissage dans ma famille, hein, c'est pas ça. Mais tu te poses quand même la question, de toute façon. Donc voilà, tu te dis, est-ce qu'il y a une méconnaissance de certaines choses et il y avait une méconnaissance de certaines choses. Pour être tout à fait transparent, il y en avait. C'était des questions genre, est-ce qu'elle mange tout? Est-ce qu'elle mange du porc? Est-ce qu'elle mange pas? Est-ce que voilà. C'était plus des questions dans ce genre-là, toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc, mais oui, il y avait des questions après par la suite du mariage aussi, parce que le mariage était pour mes parents et au final pour moi, en grandissant, la première version du mariage c'était la dot. Et ça, tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, j'aurais dit mais... Voilà, je considérais que la dot, c'était on te vend comme une vache, et puis voilà, et c'est tout. Nous, on parle de chameau. Et voilà, ça dépend des régions, il y a chèvre, vache, mouton, tout ce que tu veux. Donc il y a un petit peu tout ça, et moi je considérais que c'était ça, jusqu'à ce que j'apprenne et que je demande à mes parents la signification, la symbolique, tout le processus, qui pour certains peut sembler archaïque, mais qui, quand on te l'explique d'un point de vue ancestrale et traditionnelle, ça va sembler un peu à l'eau de rose, mais elle est née parce que je l'ai rencontrée. C'est ça que je veux dire. D'accord. Donc, c'est parce que je me disais, ok, cette relation est sérieuse, elle va mener vers ça. Du coup, ça fait naître en moi quelque chose où je m'intéresse maintenant différemment aux traditions. Et... C'est intéressant, du coup, que quelque part, comment on appelle ça, l'idée de se marier avec quelqu'un qui n'appartient pas à justement cette culture renforce cette envie chez toi d'aller puiser là-dessus, quelque chose qui est sérieux, comme tu dis, que c'est concret, donc ça a du sens pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai dû l'expliquer. Je pense qu'il y a le fait d'avoir dû expliquer la symbolique, d'avoir dû faire comprendre comment ma culture fonctionnait. C'est ça, en fait, qui a fait qu'il y a quelque chose. Si c'était avec quelqu'un qui avait la même culture, ça aurait été différent, peut-être, mais ça aurait été presque classique. Alors que là, tu dois l'expliquer à la belle famille, tu vois, il y a tout un truc. Donc tu dois l'incarner aussi. Tu dois l'incarner. C'est vrai que ça n'a pas toujours été reçu. Voilà, certaines personnes n'ont pas compris tout de suite. Comme qui, par exemple? Il a fallu l'expliquer, si tu veux. Ma maman a dû l'expliquer à sa maman. Waouh. Et ouais. Et j'étais pas au courant, en fait, de cette Enfin, j'étais pas au courant de ce conciliabule qu'elle allait avoir. Donc, j'étais pas au courant de tout ça. Et c'est vrai que je l'ai appris après. Ah, vous avez discuté de ça, d'accord. Ok. Parce que, si tu veux, il n'y avait pas de raison que les parents se rencontrent avant des fiançailles. Il y a eu l'annonce des fiançailles aux parents et tout ça. Et puis, c'était, ok, les parents vont se rencontrer. Et donc, en rencontrant les parents pour la première fois, je tiens juste à dire que c'était la première rencontre. Waouh. Les mamans se rencontrent pour la première fois. Ma maman, elle a dit, ok, c'est parti. C'est mon moment. Et moi, je ne savais pas tout ça. D'accord. Je ne savais pas. Et elle a dit, écoutez, voilà, chez nous, ça fonctionne comme ça. Il y a la dot, il y a nanani, nanana. Et sur le moment, celle qui est ma belle-mère maintenant, que j'adore d'ailleurs. C'est bien de préciser, c'est bien de préciser. Je précise maintenant. Qui, en fait, a eu une réaction, wow, beaucoup d'informations, déjà, et dans quoi est-ce qu'on embarque mon fils? Et donc, ce qu'elle ne savait pas, c'est que lui était déjà au courant. Et donc, elle pensait que ma maman lui disait parce que
elle était pas au courant, et donc, enfin, lui était pas au courant, et qu'elle disait, bon, bah voilà, ça va être comme ça, et elle devait l'annoncer à son fils, et dire, bon, d'accord. donc il y a eu un quiproquo, il y a eu une absence de communication. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit à Milan, j'ai dit, mais t'aurais dû en parler à ta mère aussi, que t'étais au courant, parce que là, elle a paniqué, ça se voyait dans ses yeux qu'elle paniquait. Elle comprenait pas le principe, etc. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu se poser et dire... elle a dû imaginer, elle a dû imaginer des scénarios, des sorts, des rituels, emmener mon fils, je sais pas des sacrifices. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On va lui mettre je sais pas quoi sur la tête, on va lui demander de vendre un rein. Le choc était trop violent. Rien, tous les organes sont en place, rien n'a été vendu, tout se passe bien. Mais tu vois, après c'est venu naturellement. La communication, la discussion, je dis pas qu'on s'est posé, qu'on s'est dit bon alors de manière très sérieuse, mais je lui disais voilà, écoute, ça fonctionne comme ça. J'avais des amis qui étaient déjà mariés, on avait assisté aussi à des mariages dans ma famille, donc c'est vrai que là aussi tu te dis bah voilà, on a assisté à une dot, en fait ça fonctionne comme ça, ça comme ça et tout ça. Donc tu vois, il y a quand même ce truc là, et puis je lui ai dit écoute, de base, je savais pas si j'allais me marier, je pensais pas et tout. Toujours le garçon manqué, là, il y a quelques années, qui savait pas, qui rejetait un peu tout ça. Et au final, comme je t'ai dit, ça grandit avec notre relation, et c'est comme ça que la conversation est venue, tout simplement. D'accord. Et voilà, c'était ça, et il a dit ok, d'accord. Il posait des questions pour savoir comment ça fonctionnait, ce qu'il devait faire et tout ça. Puis un jour, il a eu une conversation avec les parents, et puis c'est tout. Génial. Ouais, c'était pas compliqué. Quand tu le dis comme ça a l'air très facile. Ouais, ça a l'air facile. Est-ce que ça a toujours été facile pour lui de comprendre tout ça, ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus compliqué? La dot, tu vas dire, ou de manière générale la culture? Au sein de votre relation, ouais. Alors, il y a des choses, je pense, où j'ai dû avoir plus de conversations. Là, en tant que femme et en tant que femme noire, donc les deux points. Parce que, comme je te disais, j'avais le pourquoi ça fonctionne comme ça, le parce que juste ça fonctionnait pas. donc pour moi, j'avais besoin de dire aussi, écoute, certes, je suis une femme, je sais faire ci, ça, mais c'est pas parce que je sais le faire que je veux être la seule personne qui le fasse. Tu vois? Et donc, par rapport à la culture, il y a aussi eu des conversations un peu dans le même genre, où je dis, écoute, moi, je fonctionne comme ça. Je sais que toi, tu fonctionnes pas comme ça, mais moi, je fonctionne comme ça. Et pourquoi? Parce que. Je veux pas que tu dis juste, elle fonctionne comme ça, elle veut pas me donner d'explication. Non, je fonctionne comme ça parce qu'il y a ça, et voilà les raisons. Donc, j'ai toujours fonctionné, enfin, pas toujours, mais après les 2-3 premières années, j'ai fonctionné comme ça parce que je trouvais que c'était important de pas faire ce que moi j'ai ressenti. Pour pas que lui se retrouve à ce que je lui dis juste, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est voilà, écoute, ça fonctionne comme ça, voilà, parce que il y a ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'il comprenait certaines choses. Parfois, je lui dis, ça, c'est des trucs de blanc. Ça, on rigole toujours, hein, on rigole, mais je fais non, mais ça, c'est des trucs de blanc, je peux pas faire ça. C'est un plaisir, quand même, de dire ça. Oui, mais même lui le dit maintenant, donc c'est ça qu'ils ont... Ça y est, là, tu l'as transformé. Ah ouais, c'est fini. Ah ouais. Des fois, il fait, non, mais ça, c'est des trucs de blanc de faire ça. Et je regarde, je fais, mais je crois que t'as pas bien... Qu'est-ce qui se passe? On a percuté. Ouais, les calculs sont pas bons. Donc c'est vrai que maintenant, il y a ce truc aussi où il comprend certaines choses. Il a intégré tellement de choses que... Des fois, j'ai même pas eu besoin de faire grand-chose, en fait. Mais c'était beaucoup de conversations. Ouais. Beaucoup de conversations. Et je pense que c'est important, dans un couple mixte, il y a des choses dont il faut parler, c'est sûr. Je lui disais, hein, la réalité, par exemple, de mes frères qui se sont fait verbaliser, ou leur dit, ouais, coupez votre musique, alors que t'as un autre groupe d'autres personnes blanches qui coupent pas leur musique, mais eux, ils doivent la couper. Pourquoi ? Ouais, vous donnez votre sac à l'entrée, on va vous le garder. Pourquoi ? Alors qu'il y a d'autres gens qui ont des sacs à dos. Enfin, tu vois, je lui disais, il y a plein de choses comme ça où c'est arrivé, où ça m'est arrivé aussi. Et c'était important de lui dire la réalité des choses. De lui dire, écoute, ça m'est arrivé, je suis allée dans un magasin avec mon frère et ma petite sœur. Et on nous a contrôlés à la sortie des courses, on nous a emmenés dans un bureau et tout, en mode qu'est-ce que vous avez volé alors qu'on n'avait rien volé. Tu sais, tu sors de là, t'es traumatisé, mais quand je te dis traumatisé, c'est-à-dire que ma sœur, elle avait même pas 10 ans.
Donc, tu vois, t'as des choses comme ça, et je me dis, je suis obligée de lui dire ça, parce que je sais que moi, je veux des enfants. Et t'auras beau faire tout ce que tu veux, tous les métissages que tu veux, il y a des choses qui montrent que ton enfant est pas blanc, en fait. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a certaines personnes, je dis pas que toute la société fonctionne comme ça, mais qu'il y a certaines personnes qui ont des biais tellement forts qu'elles ont des comportements qui peuvent traumatiser quelqu'un. Ouais. Comment il le reçoit ? Justement, c'est parce que bon, nous, on sait à quel point ça peut être compliqué, justement, de parler de discrimination, parler de racisme, parler de sensibilité, de charge raciale, personnes non concernées, notamment souvent parce qu'on se prend des « Ah, mais tu exagères » ou « Voilà, ça s'est pas passé comme ça, tu vois, le racisme partout ». Lui, comment il le reçoit ? Au début, c'était moyen. C'est pas comme aujourd'hui, où si je lui dis un truc, il va quand même se dire « Ah !» Tu vois, ça va allumer un truc et il va se rendre compte. Au début, c'est vrai que il a ses lunettes d'homme blanc, en fait. Donc, je veux dire, quand t'as des lunettes d'homme blanc hétéro t'as pas de soucis, en fait. Dans la vie, c'est ici, en tout cas, c'est simple pour lui, la vie. Quand je dis simple, c'est dans le sens, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vrai que au début, c'est un peu... c'est pas ma normalité, donc, tu vois, je comprends pas toujours ce que tu dis. Mais au fur et à mesure des années, la conversation et le fait que j'insiste sur certaines choses, c'est venu à se dire, ok, d'accord. Là, c'est pas possible. Là, c'est un bête truc, hein. Mais je sais que je suis une femme et on va dire oui, mais les femmes, prenez plus de temps pour vous préparer, voilà. Mais il y a ce truc de... Je mets de la crème tous les jours. Je mets de la crème tous les jours parce que j'ai la peau sèche, parce que j'ai beaucoup de mélanine, parce que voilà, je mets de la crème tous les jours. Le concept de mettre de la crème tous les jours et de prendre du temps dans la salle de bain. Mais qu'est-ce que tu fais dans la salle ? Je mets de la crème, en fait. Je ne peux pas sortir sec comme un pruneau dehors, ma peau va craqueler, et puis, non. Chose que lui, connaît juste pas. Et je dis, mais, ok, grand bien te fasse de pas mettre de crème. On verra dans quelques années, mais bon. Tu vois, c'est des petits trucs. Aujourd'hui, je dis des petits trucs en mode rigolette, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses plus sérieuses où j'ai dû lui en parler. Et c'est toujours délicat où tu te dis est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, mais aujourd'hui je dis non, j'en parle parce que c'est la personne avec qui je suis mariée, c'est la personne avec qui je veux des enfants, donc ce sont des sujets à aborder parce que je les vis et j'estime que la personne qui partage la vie avec moi doit connaître ma réalité aussi. Donc pour moi ce sont des conversations obligatoires. Mais ça fait quand même beaucoup de boulot pédagogique pour toi. Ça fait beaucoup. Sur plein d'aspects, hein, comme tu l'as dit, autant sur l'aspect culturel, l'aspect racial, que l'aspect de ta vie de femme aussi. Hein, donc il y a plein de choses que tu as mis en place, que tu as fait beaucoup de travail d'explication, un peu comme tu disais, hein, on explique pourquoi. Et à quel point lui, il est proactif là-dessus. C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est moi qui fais beaucoup la démarche parce que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de non-dits dans ma vie de petite fille, de jeune adolescente, et je veux pas vivre comme ça. Et donc, je soulève souvent des choses. Là où, c'est vrai que parfois, j'aimerais que lui aussi se renseigne sur certaines choses. C'est ma conception. Je pense que c'est ma conception parce que je suis une femme et parce que j'ai été conditionnée à être dans cette conception. Maintenant que tu me poses la question, je réfléchis et je me rends compte que effectivement, on apprend aux femmes à parler, en fait. On leur apprend à s'exprimer, à dire il faut que tu parles, il faut que tu nana. Pendant que les garçons, ils font piou pampan, on leur apprend pas à s'exprimer, à dire j'ai mal, je veux pleurer. D'ailleurs, les garçons, on leur dit tu pleures pas, t'es un grand garçon, et puis voilà, c'est tout. On nous apprend à faire. Exactement. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme dans la conception il a été élevé comme un garçon. Et donc, la démarche de chercher ou de faire, se dire, oula, ça c'est une femme, et ça vient souvent de moi, et de se dire, ouais, mais tu vois, je ressens ça, ou, je suis dans cette période du cycle, là, je suis éclatée, je veux pas faire à manger, tu vois.
Donc il y a toute cette dynamique-là qui fait que j'aimerais la proactivité sur certaines choses. Mais je me rends compte aussi que c'est parce qu'il n'a pas été mis dans des conditions pour qu'il ait le réflexe de le faire par lui-même. Donc, c'est vrai que je lui dis de temps en temps, tu sais, tu peux le faire aussi. Hein. Enfin, tu peux faire la démarche aussi de chercher, tu peux... Je serais même surprise, en fait. Tu vois, agréablement surprise. Et de me dire, ah ouais, ok. C'est toujours surprenant si, je sais pas moi, un homme, il vient, il te dit, voilà, tiens, je te fais une tisane et tiens, une bouillotte. Et t'es là, wow, comment tu sais? Non, mais parce que je vois les signes et tout. Tu es là, d'accord, ok. Tu sais, en tant que femme, t'as pas la charge mentale de dire, je dois aller chauffer moi-même ma bouillotte et tout, tu vois. C'est bête, hein, c'est des petits trucs comme ça, mais tu te sens vue, en fait. Parce que je pense qu'il y a ça aussi dans la charge mentale, c'est se sentir vue. C'est se sentir écouté et vu quand tu dois réfléchir constamment à tellement de choses. Tu as le fait de te dire, je vais rentrer à la maison, est-ce que j'avais lancé la machine ou pas? Ça semble cliché, hein, mais ça l'est. Tu dois y penser. Oui. Enfin, en tout cas, tu es amené à devoir y penser. C'est ça. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, bon, ben, j'y pense. Et en fait, quand tu n'y penses pas, tu espères que l'autre y pense. C'est pas toujours le cas, et il faut comprendre pourquoi. Moi, ma démarche, c'est vraiment de me dire, ok, pourquoi il comprend pas? Pourquoi il le fait pas lui-même? Pourquoi c'est moi qui dois passer par la case organisation, réflexion, machin, nanana, pour que le quotidien fonctionne sur certaines choses. Et donc, je pense que dans beaucoup de couples hétérosexuels, il y a beaucoup ce genre de conversations où c'est mais oui, mais vas-y, l'évier, il est dégueulasse, pourquoi c'est moi qui dois faire la vaisselle? Tu te rends compte de ce trauma de la vaisselle? C'est bon. Le fameux, il revient. Il revient à chaque fois. Je suis fatiguée. Donc, tu vois, il y a tout ce truc-là, et je pense que la charge mentale, elle doit être vue. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est être vu, et même émotionnellement, ça fait du bien, psychologiquement, ça fait du bien de savoir que on va pas te dire oh, qu'est-ce qu'il y a encore, ou qu'est-ce que j'ai encore fait, ou tu vois, parce que tu t'as pas envie de passer pour celle qui radote ou celle qui... Bah oui, mais parce qu'en fait, en tant que personne racisée, on porte cette charge de toute façon, de devoir expliquer. Et que ce soit la charge raciale ou la charge mentale pour les femmes, en plus de devoir avoir la charge de l'adaptation, t'as la charge de l'explication. Donc, en fait, on n'enfile jamais, nous, avec les charges. Passe ton temps. C'est lourd, hein. Au bout d'un moment, tu dois aller chez l'ostéopathe et tout après pour se rééquilibrer, parce que c'est chaud. Ça. Non, mais t'as raison, t'as tout à fait raison. C'est des charges et des charges. Et encore, je suis même pas maman. Oui, d'ailleurs, c'est cette question d'avoir un enfant. Qu'est-ce que ça mène comme question pour toi, en tant que femme, mais aussi en tant que femme noire, qui est en couple avec un homme blanc qui aura probablement du coup un enfant, comme tu le disais, métis. Qu'est-ce que ça amène comme crainte, peut-être, comme appréhension? Ça va demander beaucoup d'explications. Beaucoup d'explications. Maintenant, la crème est intégrée, donc ça devrait aller. Mettre la crème tous les jours, ça devrait aller. Non, mais tu rigoles, j'ai une copine, exactement même schéma, elle aussi congolaise, que j'ai reçue dans mon podcast aussi. Et elle aussi, elle est mariée avec un homme blanc. Elle lui a dû lui dire, tu mets la crème à ta fille tous les jours. Bain, crème. Et c'est pas que quand on est bébé, c'est vraiment quand elle grandit, ça continue à mettre la crème. Et donc, ça peut passer de la crème à d'autres choses, tu vois. La question de l'enfant métis, c'est une question identitaire qui est waouh, qui va demander aussi beaucoup d'informations aussi, je pense. Je pense que c'est important aussi de voir et d'en discuter avec d'autres personnes qui ont soit des enfants métis ou qui elles-mêmes sont métis. Enfin, j'en ai dans ma famille, juste mes parents, etc. C'est le cas. Donc, ça demande des petites conversations et tout ça. Et de son côté, je sais que c'est une personne qui va se renseigner. Tu vas lui dire un truc, il va se renseigner, il va aller chercher un article, il va chercher machin. Donc, à ce niveau-là, je m'inquiète pas.
Parce que si je lui dis oui, tu vois, ça c'est pas bon, ou des choses comme ça, c'est même parfois lui qui me dit oui, bon, on arrête les poils comme ça parce que c'est pas bon, c'est cancérigène, c'est machin. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui se renseigne et qui, voilà. Réagit bien. Qui réagit aux choses. Et on a déjà parlé de ce fait-là. Je lui ai dit, écoute, c'est fou, mais lui, il a pas les cheveux vraiment spécialement lisses. Il a les cheveux bouclés, sa maman aussi. Moi, j'ai les cheveux crépus. Donc, ça peut être Kinder Surprise. Mais le Kinder Surprise sera rarement lisse. Moi, c'est l'identitaire, je pense, qui vraiment... Je veux pas mettre de pression non plus sur mes enfants en disant ouais, vous êtes... Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans un truc de marcher sur des œufs parce qu'ils sont métis. L'identité de c'est ok, si tu préfères certaines choses plus que d'autres, parce que je sais que dans la communauté noire, il y a aussi ce truc de... Je rigolais tout à l'heure quand je disais c'est un truc de blanc, mais il y a parfois dans la communauté noire, africaine, peu importe, où tu dis ouais mais toi t'es un peu bounty toi. Bah ouais. Je l'ai eu aussi celui-là, tu vois. Ah ouais? T'es un peu bounty, t'agis un peu comme une blanche. Moi j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Je veux pas ça pour les enfants. Je veux qu'ils puissent avoir la liberté d'agir comme ils veulent agir. Et de se dire, c'est ok, je prends un peu de maman, un peu de papa, et puis voilà, si aujourd'hui je me sens un peu plus noire sur certaines choses, et c'est ok. Et je pense que ça va. Je pense que niveau entourage, on est suffisamment bien entouré familialement pour que il y ait pas trop ce truc. Nous, on est très l'entourage qui devient un peu toxique, on s'en éloigne assez. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc on fait des choix. On fait des choix. D'accord. Donc. Mais t'as déjà rencontré des réactions plus négatives au sein de ta famille ou de sa famille? Moi, ce qui me dérange, entre guillemets, c'est les réflexions sur le fait que ça peut paraître bête, mais ah ouais, mais ce serait trop ouf s'il a les yeux bleus. Parce qu'il a les yeux bleus, tu vois, lui par exemple. Oui. Mais dans ma famille, c'est brun ou vert. Il y a pas de yeux bleus. Et bon, scientifiquement, je sais qu'il faut deux gènes et tout. Mais ça me met dans un truc. Et s'il n'a pas les yeux bleus, du coup, vous l'aimerez moins, il sera moins beau, il sera moins... Enfin, Parce que ça, c'est remarqué. Toute personne, pas nécessairement de sa famille, pas nécessairement... tout confondu. Ouais. Et moi, ça me met dans un truc de... En fait, du coup, quoi? On est beau que quand on a les yeux bleus? Ah oui, qu'est-ce que ça... Tu vois? Cette réflexion, je me suis vraiment dit... Ça me ramène même à une blessure de, tu sais, quand je te disais je mettais des lentilles, parce que je voyais tout le monde qui avait les yeux clairs, et je me disais, bon, bah, les yeux foncés, c'est pas joli, en fait. Oui, tu dois te dire, j'ai pas passé tout ce temps à m'assumer, à travailler sur l'identité. Pour qu'après on espère... T'aurais été quand même mignon si t'avais les yeux bleus. Pardon? Tu te dis non. Non, ça, c'est vraiment des choses de... Ok, s'il a les cheveux très crépus, c'est ok. Tu vois, s'il a les yeux foncés, c'est ok. S'il est pas métis, caramel comme tu voulais, et qu'il est un peu plus chocolat, c'est ok. Ça, il y a presque un espoir qui prenne un peu plus du côté blanc. Tu vois, il y a presque cet espoir que ce soit le métis 4.0, genre qui est clair, mais pas trop clair, mais foncé, mais pas trop foncé. Prophétique qui va réconcilier les peuples. Exactement, et ça y est, la prophétie va s'accomplir, tu vois, et il va avoir les yeux bleus, les cheveux, des boucles, mais pas trop bouclés, un peu... Non. D'accord, il y a beaucoup de projections dessus. C'est ça. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui me fait me dire non. Ne mettez aucune projection sur les enfants. Moi, du moment qu'ils sont en bonne santé, qu'ils se sentent bien, c'est le plus important. Je pense que psychologiquement, quand tu projettes trop de choses sur un enfant, ça finit à 30 ans à discuter avec le psy en mode écoutez, mes parents n'ont jamais voulu que j'ai les yeux bruns. Enfin, tu vois. Ouais, bah oui. Ça crée des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui compliquent ta vie, en fait. Tout simplement. Est-ce que tu as hésité parce que là, tu dis que tu veux des enfants, mais est-ce que justement, tous ces questionnements-là t'ont fait hésiter là-dessus, avoir un enfant avec un homme blanc? Non, j'ai jamais hésité parce que j'ai toujours voulu des enfants. Donc, j'ai jamais hésité. Je pense pas que c'était d'hésitation, c'était peut-être de la peur, parfois.
avec tout ce qu'on entend, des personnes qui fétichisent le métissage ou la femme noire de manière générale. Donc j'avoue que c'était plus par rapport à la fétichisation de ma personne qui me faisait peur. Et je me disais, j'ai pas envie qu'on m'utilise juste pour avoir des enfants métis. J'ai pas envie qu'on m'utilise tout court déjà. Mais j'ai pas envie qu'on m'utilise pour avoir des enfants métis. C'est pour assouvir un quelconque, tu vois, ça je veux pas. Un quelconque fantasme. Ouais, le fameux fantasme de l'enfant métis. Voilà, de l'enfant métis et tout. Quand je vois ça sur les réseaux, ça me... Voilà, je suis perturbée. On partage la perturbation. C'est ça, tu vois, parce que un enfant métis, c'est plus... C'est pas juste c'est joli et puis sur le papier, t'es là, tu fais des photos avec. Non, c'est un être vivant. Et à ton niveau, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi, justement, d'être une femme, d'être noire, de porter toute cette charge-là? Est-ce que toi, tu as déjà ressenti des conséquences sur toi-même, sur ton état, sur ta santé, sur ton bien-être? Les douleurs physiques, le psychologique aussi. Je pense que... Enfin, c'est même pas que je pense, je sais que je suis une personne qui psychosomatise beaucoup. C'est-à-dire que je vais pas stresser, je vais pas montrer que je stresse, mais mon corps va me le faire comprendre que je stresse. Je vais être bloquée ici et là. Et donc, l'aspect mental, je sais qu'il doit avoir une importance. L'aspect d'accepter aussi les émotions, d'accepter que je ne peux pas être constamment la femme noire forte que je suis censée, entre guillemets, être, et que parfois, je peux pleurer et ne pas avoir envie de certaines choses, ne pas avoir envie d'expliquer, ne pas avoir envie de, tu vois, de justifier toujours, de dire, j'ai juste pas envie, en fait. Ouais. Et parfois, c'est dur. C'est dur, vraiment, de se dire je dois encore expliquer quelque chose, ou je dois encore rappeler ça, ou je dois... Tu vois, il y a des fois, il y a plein de fois où j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus Parfois, j'en pouvais plus d'être grande sœur, en fait. Parce que c'était vraiment... Je prends toute ma vie, je me suis rendu compte que je prends soin des autres, mais j'ai pas le même soin en retour. C'est-à-dire que je peux faire des pieds et des mains pour prendre soin des autres, pour que les gens soient bien, pour que... Presque people pleaser, en fait. Mais de ouf, genre vraiment être sûr que tout le monde soit bien. Et en fait, quand je demande la même chose, il n'y a pas cette réciprocité. Récemment, fin de vingtaine, début de trentaine, je me suis vraiment dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es rendu compte de ça? Épuisée. Épuisée? Ouais. Épuisée. Ça m'arrivait dès qu'on me demandait un truc, j'avais envie de pleurer. Et je me disais, mais on me demande toujours des trucs, quoi. Tu vois? Est-ce qu'on peut arrêter de me solliciter? Est-ce que je peux me mettre dans un coin et faire juste mon truc et surtout que je suis vite, socialement, je suis vite fatiguée. Donc, il y a un moment où j'ai plus d'énergie, en fait. Et des fois, je poussais... C'est ce que j'ai fait, hein. Pousser jusqu'à mes retranchements, jusqu'à ce que pendant 2 semaines, je parle plus à personne. Au moins. Parce que il y a cette fatigue. En fait, c'est ça. C'est la charge mentale constante de tous les rôles que tu dois jouer. C'est fatigant, en fait. C'est vraiment fatigant d'être la femme qui fait la grande sœur, la femme noire, l'exemple, tellement de rôles. Beaucoup de charges, hein, inventées, encore une fois. Que tu te dis, mais oh vous voyez en fait que... Ouais. Est-ce que je dois pleurer pour que vous voyez que j'ai besoin d'une pause? Tu vois? Et c'est ça qui mentalement est dur. C'est de devoir... Surtout que j'ai été élevée comme l'aînée, donc j'ai pas été élevée pour demander de l'aide. Je ne demande pas de l'aide. Je travaille là-dessus. Et donc, demander de l'aide, c'était encore jusqu'à il y a quelques années, c'était difficile. Parce que je me disais, non, moi, je peux me débrouiller. Moi, je suis une femme forte. Moi, je peux faire. Donc, demander de l'aide, c'était... Waouh. Ouais. Tu commences à avoir chaud, tu commences à avoir une crise d'anxiété juste parce que tu dois demander quelque chose de l'aide. Et j'étais presque triste que
devoir demander. En fait, c'est ça. Je suis triste de devoir demander les choses. Parce que ça devrait être spontané. Et pas que, comme moi, je vois qu'une personne a besoin d'aide, je me pose parfois la question, pourquoi on ne voit pas que moi, j'en ai besoin ? Pourquoi je dois la demander, en fait ? Est-ce que je dois toujours être celle qui pousse et qui dit bon, là, je vais pas bien. Ou, enfin, je suis capable de voir quand les gens sont pas bien. Donc, voyez aussi comme moi, je le suis pas, tu vois. C'est vrai que quand tu as l'habitude d'être forte, de porter, d'être presque imperméable à la faiblesse, tu vois, que t'es une machine, entre guillemets, c'est vrai que dans ce système-là, demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ah non. Ah oui. Ouais, demander de l'aide, c'est... D'autant plus que, comme on disait, toi, tu es à l'intersection de au moins 3 grosses injonctions qui font que elles ont comme commun de pas demander de l'aide. de se débrouiller, de prendre toute la responsabilité. Et en fait, nous, dans notre travail, on s'est aussi rendu compte d'un truc, c'est que être à l'intersection, ça amène aussi de la solitude. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle ? Alors, oui, surtout sur certaines choses. Des fois, je me sens seule d'être l'aînée. Pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a presque énervée, en fait. J'étais vraiment fâchée d'être arrivée en premier. Parce que je me disais, je dois être celle qui montre le chemin pour tout le monde. Et si c'est pas le chemin que je veux suivre. Et ça, je l'ai découvert il y a 2-3 ans. Tu vois, j'ai fait des études, j'ai fait tout comme il faut. Entre guillemets, quand je dis comme il faut. J'ai fait l'école, j'ai fait les trucs, j'ai fait tout. Et j'ai les bonnes notes, les meilleures notes, les distinctions, tout ce que tu veux. Pour qu'au final, je me retrouve à faire un burn-out parce qu'il y a des choses que j'aimais pas faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis sentie seule. Parce que je me suis dit, comment c'est possible ? Ouais. Comment est-ce possible ? Je suis une femme forte, je peux pas faire un burn-out. Tu sais, quand on parlait de burn-out, j'étais là, mais de quoi vous parlez ? Comment ça, tu peux, mentalement, C'est ça, qu'est-ce qui... Tu te retrouves à pleurer parce que... Non, je peux pas. Moi, je sais encaisser, moi, je sais faire 2 jobs en même temps, moi, je sais faire 3, même s'il faut. Je peux pas. Et donc, ce moment-là, je me suis sentie désemparée. Il y a plein de choses qui semblaient être stables, qui se sont un peu écroulées, ou tu vois, où je me disais, non, mais en fait, c'est peut-être pas ça que je veux, c'est peut-être pas comme ça que je veux être, c'est peut-être pas être toujours dans ce faire que je veux. Et donc, ouais, mentalement, c'est un peu dur. Je suis reconnaissante, déjà pour mon mari, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il peut pas toujours tout comprendre. Donc, je suis reconnaissante d'avoir des amies femmes qui comprennent. Et j'ai mis du temps à comprendre l'importance d'une forme de sororité aussi, qui fait que je suis, entre guillemets, accompagnée. On est ensemble, disons. Et là où je te disais que j'avais pas beaucoup d'amis noirs à l'époque, et tout, j'ai 2 amies, 2 de mes meilleures amies, Gloria et Sandrine, qui sont 2 femmes noires aussi, avec lesquelles je peux parler de n'importe quoi. Et Sandrine notamment, qui elle aussi est mariée à un homme blanc aussi, tu vois, donc il y a des choses qu'on partage et on va se dire les choses sans filtre, sans rien du tout. Donc j'ai de la chance d'avoir des amis où je n'ai pas de filtre. Si je veux dire des choses, je les dis. Et si je dis, ouais, là j'ai besoin de temps toute seule parce que je me sens pas bien ou quoi, elles vont dire, ok, no problème, tu nous fais signe quand tu veux qu'on revienne, on prendra tes nouvelles de temps en temps. Donc, wow. Donc c'est ça, mais ça a pris du temps de consolider, tu vois, ce genre d'amitié. Je me demandais justement si tu avais un réseau de soutien ou des personnes autour de toi, et c'est vrai que avoir des personnes qui sont, des femmes noires, mais aussi qui ont un peu le même vécu, c'est vrai que c'est ultra précieux. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais quand je dis il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai un cercle très très restreint, disons, d'amis avec qui je peux parler de tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est important. La charge mentale, comme je disais, c'est être vu, être écouté, certes par sa partenaire, mais il y a aussi le fait de pouvoir avoir
une bulle, un petit peu. Une bulle dans laquelle tu peux te sentir en sécurité et en parler, te dire, voilà, il n'y a pas de souci, je comprends, on est là, machin, on va un petit peu se plaindre, voilà, parce que de temps en temps ça fait du bien, on est, ouais, il a pas fait ça, nanana. Et puis après, on retourne à la maison, ça va chérie. Parce que ça a juste fait du bien, comme si de rien n'était, mais j'ai juste, extériorisé, et puis c'est tout. Donc, je pense que c'est ça qui est important dans la charge mentale, et pour certaines situations, être suivi aussi par des professionnels. Je pense qu'il y a de ça aussi. Comme j'ai dit, je psychosomatise beaucoup, donc j'avoue que, par exemple, l'activité physique, le sport, ça m'aide, mais discuter avec des professionnels ou voir quelqu'un qui peut te dire, qui peut faire le lien entre le mental et le physique, exactement. Je trouve que c'est important. Est-ce que c'est ton cas? C'est ce que tu as fait? C'est ce que j'essaie de faire. C'est vraiment ce que j'essaie. Depuis mon burn-out, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. C'est vraiment de m'écouter et de dire, ok, là, c'est bon. Là, je veux pas. Là, je veux juste pas. Et Qu'est-ce que tu as pu essayer pour l'instant? Écoute, la respiration. Ah, ouais. Des exercices de respiration pour ne pas faire de crise de me dire, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis beaucoup, je vais dans tous les sens, et du coup, il faut de temps en temps une bulle. Donc, je mets mon casque, je médite, je me dis, ok, calme-toi, là, t'es là, il se passe ça, c'est pas grave. Et aussi, pleurer. Pleurer, parce que comme j'étais dans mon costume de femme forte, je voulais pas pleurer. Ouais. Je me cachais, même, impossible de pleurer devant qui que ce soit. Et donc, maintenant, je peux pleurer, même devant mon mari, sans me dire... Mais regarde-toi, pourquoi tu pleures? Bravo, déjà, pour ça. Mais c'est quelque chose que tu as réussi à amener toute seule, ou tu as été... Non. J'ai été au planning familial, j'étais toquée, j'ai dit bonjour, je vais pas bien. Okay. Ça m'a mis beaucoup de temps avant de faire ça. D'ailleurs, je suis extrêmement reconnaissante pour ce genre d'institutions qui permettent en anonymat de prendre soin de toi, d'avoir des questions, des choses comme ça. Donc j'ai été, parce que je savais pas, je connaissais pas de psy, de thérapeute, je savais pas en fait. Et donc tu vas toquer et tu en parles. Et c'est là que tu dis, ah ok, ça va, je suis pas folle. Je suis pas folle à juste me dire, c'est juste moi qui suis dans tous mes états. Et d'être accompagnée d'avoir des conseils aussi. Ouais. C'est pour ça que je dis la méditation, ce genre de choses. Et avec le temps, ma relation avec mes parents aussi, qui m'a permis de prendre du recul sur certaines choses, surtout avec ma maman, qui a la disponibilité de m'écouter, de faire on en parle de manière assez fluide et sans tabou de certaines choses, là où il y a quelques années je pensais pas que c'était possible, mais je pense que c'est vraiment parce que il y a eu ce truc où j'ai remis certaines choses en question et je l'ai dit peut-être pas de manière toujours peut-être que des fois ça aurait pu être dit autrement ou que les actions auraient pu être différentes, mais ça a permis de débloquer certaines choses. Et je pense que c'est ça qui est important aussi. Parfois, il faut arracher le sparadrap et se dire, voilà, écoutez, moi, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Moi, je suis fatiguée, en fait, je peux plus faire ça. Et j'en ai parlé aussi à mes frères et sœurs. Je leur ai dit, écoutez, il y a certaines choses, vous grandissez aussi, en fait. Je suis votre grande sœur, mais il y a des choses, vous devez vous débrouiller, en fait. Je peux pas tout le temps être là. Donc encore une fois, tu viens amener aussi tu viens quelque part transmettre aussi aux autres le fruit de ton travail, le fruit de ton propre cheminement. Ouais, j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'ai un podcast et c'est pour ça que c'est ma thérapie. C'est ça. J'essaie de faire une thérapie collective pour qu'on essaye tous de se dire les choses. Mais je pense que c'est aussi l'objectif ici, parce que tu vois, tu parlais aussi de ce sentiment de solitude, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans différentes œuvres. Voilà, notamment, moi je pensais à une autrice, il faudra peut-être que je recale le nom, mais qui expliquait que de par son intersection, elle se sentait extrêmement seule. Et une fois qu'elle a écrit
justement ce livre-là et qu'elle a reçu des retours de personnes qui en fait lui ont dit t'es pas seule. Ouais. Moi aussi je dois être fort tout le temps, moi aussi je me sens nulle part à ma place. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Donc peut-être que plein d'auditeuristes qui te diront en fait toi t'es pas la seule Chélie, nous aussi on est aînés, on est femmes. On porte plein de charges. Non mais j'espère, et c'est vraiment, je suis contente de ce genre d'initiative parce que c'est vrai que là où tu écris, tu parles, il y a quelque chose, tu t'exprimes, tu trouves ton moyen d'expression et tu trouves une communauté. Et moi, je trouve toujours que quand tu crées une communauté, c'est ça qui t'élève un peu, en fait. C'est la communauté que tu crées, que ce soit d'une association, peu importe ce que c'est, ce sentiment de communauté qui te permet de te pousser et qui te dit, OK, t'es pas toute seule, on peut le faire, voici ça, nanani, nanana, un livre ici, un podcast, un film, un truc qui te fait te sentir, comme je disais, écouté et vu. Je pense que c'est vraiment ça qui permet de gérer sa charge mentale. C'est se sentir vu, écouté et prendre soin de soi, en fait. Mais aussi demander de l'aide. Tu parlais d'être écouté et d'être vu, c'est justement l'objectif de ce podcast, que tous nos chers déboussolés puissent se retrouver un petit peu dans ton vécu, et pour ça un tout grand merci. Avec plaisir. Chélie d'être venue aujourd'hui de nous présenter un petit peu tes déboires, tes stratégies, ton cher Marie Blanc. Et voilà, c'est ainsi que on achève l'épisode d'aujourd'hui. Merci, c'était génial. Un tout grand merci, Chélie. Avec plaisir. Ensemble, nous venons d'explorer une nouvelle facette de l'intersectionnalité. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, retrouvez-nous sur nos réseaux, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Si vous souhaitez encore aller plus loin, retrouvez-nous en description où vous trouverez des trésors de ressources que nous avons concoctés pour vous. Nous remercions encore Bipax et Média Animation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vous venez d'écouter Les Déboussolés.